19h, merci de nous rejoindre sur Al24 News. Madame, monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. Inondation et coulée de boue dans le nord-ouest de la Chine. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune adresse un message de condoléances et de compassion à son homologue chinois Xi Jinping. Incendie meurtrier à Hawaï. Abdelmadjid Tebboune adresse ses condoléances à son homologue américain Joe Biden. Une délégation nigérienne demande un soutien à la Guinée lors d'une visite à Conakry. Et puis 13 personnes, dont 3 soldats, décèdent dans 2 attaques distinctes dans le nord-est nigérian. Des attaques menées par des hommes armés soupçonnés d'appartenir au groupe Boko Haram. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous nous rejoignez, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé un message de condoléances et de compassion à son homologue chinois Xi Jinping suite aux inondations et effondrements de terrain survenus au nord du pays et qui ont fait plusieurs morts et blessés disparus. Le président Abdelmadjid Tebboune l'a aussi assuré de la solidarité de l'Algérie en ces conditions difficiles. La Chine, où le nombre de victimes de la coulée de boue survenue la semaine dernière dans la province du Shanxi, dans le nord-ouest du pays, est passé à 4 selon les médias officiels, alors que le pays est aux prises avec des précipitations estivales inhabituellement élevées à la suite du typhon Doksuri qui a touché terre dans la province méridionale du Fujian il y a près de 3 semaines. Et les États-Unis, frappés également par une terrible catastrophe, d'importants feux de forêt ont frappé l'île de Maui dans l'est de Hawaï, dans l'État d'Hawaï, faisant 93 morts et plusieurs blessés. Le président algérien a adressé là aussi un message de condoléances et de compassion à son homologue américain Joe Biden. Abdelmadjid Tebboune l'a également assuré de la solidarité de l'Algérie, gouvernement et peuple, en ces douloureuses circonstances. Et l'on en sait un peu plus sur l'ampleur des dégâts. Un bilan provisoire fait donc état, nous le disions, de 93 morts alors que les recherches de survivants se poursuivent. Les flammes ont consumé plus de 1000 bâtiments et rasé presque toute la ville. There were already 80 fatalities. It's going to rise. It will certainly be the C'est peut-être le pire incendie auquel l'Amérique n'ait jamais été confrontée. Nous ne pouvons que soutenir ceux qui ont échappé cet incendie. Notre objectif est maintenant de réunir les gens là où nous le pouvons et de leur fournir un logement et des soins de santé, puis de nous tourner vers la reconstruction. Nous voulons que les gens sachent que nous avons le cœur brisé après la tragédie qui s'est produite ici. Nous avons déjà eu des tragédies comme celle-ci sur les îles voisines, comme à Hilo, avec un tsunami il y a longtemps. Et il est difficile pour des communautés de faire face à cela. Autre catastrophe au Bangladesh, cette fois-ci au moins 55 personnes ont péri depuis le début du mois d'août à la suite d'inondations et de glissements de terrain causés par des pluies torrentielles qui ont fait plus d'1 million de sinistrés. Le gouvernement assure faire tout son possible pour aider la population, précisant avoir envoyé de la nourriture et de l'aide aux sinistrés. Et la Russie n'est pas épargnée. Plus de 2000 personnes, dont 405 enfants, ont été évacuées de la région de Primorie après le passage de la tempête tropicale Khanun. Le ministère russe des situations d'urgence a précisé que près de 5000 bâtiments ont été inondés dans cette région frontalière de la Chine et de la Corée du Nord. Pendant ce temps, en Bolivie, une vague de froid s'est abattue sur les hauts plateaux, apportant de la neige. En ce 13 août, le Service national d'hydrologie et de météorologie annonce des températures pouvant atteindre les moins 4 degrés Celsius.
L'actualité, toujours marquée par la situation tendue au Niger et ses nouvelles tractations qui se tiennent. Une délégation du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie a été reçue à Conakry par les autorités militaires guinéennes, auxquelles elle a demandé un soutien renforcé pour affronter les défis à venir, alors que Niamey est sous la menace d'une intervention militaire de la CEDEAO. Ce que je voudrais dire ici, au nom du général Abdourahmane Tiani, était que nous étions, en tout cas le peuple nigérien, était très inquiet suite à certaines dérives aussi bien sur le plan sécuritaire, dérives consécutives à des problèmes qui tournent autour d'une corruption endémique. Il importait donc que pour la sauvegarde de notre nation, nous puissions prendre nos responsabilités devant le peuple nigérien et devant l'histoire, afin de sauvegarder l'avenir de notre patrie, qu'est le Niger. En ce qui concerne la République de Guinée, nous sommes panafricains. Quand nos peuples ont des problèmes, nous sommes toujours présents et on sera toujours là. Et ce qui a été le cas pour nos frères du Mali, du Burkina et du Niger, pour nous, il n'y a que nous qui pouvons trouver la solution à nos problèmes. Notre position, elle est claire. C'est vraiment de faire face aux problèmes de nos peuples, qui est pour nous très très important. Alors l'intervention de la CEDEAO semble être écartée pour le moment. La CEDEAO qui se penche encore ce dimanche sur les moyens diplomatiques pouvant renverser la vapeur tout en maintenant sa menace d'intervention. Le bloc ouest-africain a notamment annoncé son intention d'envoyer une commission parlementaire pour rencontrer les autorités militaires nigériennes. Au Nigeria, 3 soldats et 10 agriculteurs ont été tués hier samedi dans 2 attaques distinctes menées par des hommes armés soupçonnés d'appartenir au groupe Boko Haram dans le nord-est du pays. Et on reste en Afrique. En République démocratique du Congo, au moins 14 personnes ont été tuées vendredi dans une attaque contre le village d'Iponji, au sud-ouest du pays, près de la frontière angolaise. La tuerie a été attribuée au mouvement armé Mobondo, né en 2022 dans la province voisine du Maïndombe. Situation sécuritaire en Somalie. Cette fois-ci, 23 terroristes Chebab ont été tués par l'armée somalienne dans le sud du pays. 3 opérations militaires ont été menées dans la région de Baye. Les soldats ont détruit 3 bases du groupe terroriste. Les dernières opérations militaires ont eu lieu alors que la mission de transition de l'Union africaine en Somalie et ses partenaires se prépare à effectuer une évaluation technique conjointe de la première phase du retrait des troupes de l'ATMIS qui s'est achevée en juin dernier. Et puis la Guinée-Bissau nomme un nouveau gouvernement. Les principaux ministères reviennent au Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert. Ce nouveau gouvernement compte 34 membres contre 31 dans le précédent. Direction le Soudan, à présent, où les Soudanais peinent à survivre depuis le 15 avril dernier, date à laquelle ont éclaté les combats meurtriers opposant l'armée aux forces de soutien rapide. Privés de leurs emplois et poussés par leur instinct de survie, certains redoublent de créativité pour subvenir à leurs besoins. Mohamed Ali Ben Chaban. À Khartoum, la vie semble avoir repris timidement le dessus après plusieurs semaines de conflits armés qui ont privé de nombreux Soudanais de leur emploi. Pour survivre au milieu de cette guerre et améliorer la situation financière, surtout de petits commerces font surface. Les Soudanais font preuve de créativité pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs proches et familles. La guerre nous a infligé beaucoup de dommages. Nous avons quitté nos maisons, nos meubles et tout ce que nous avions. C'est tragique. Je suis venue ici et j'ai acheté cette échoppe parce que nos conditions de vie sont très mauvaises. Je n'en peux plus. Je vous le jure, si je paye le petit déjeuner, je me retrouve dans l'impossibilité d'acheter le déjeuner à mes enfants. Sans travail, je ne peux pas subvenir à mes besoins. C'est la première fois que je travaille sur un marché. Je n'aime pas ce travail, je ne suis pas à l'aise, mais je n'ai pas le choix. Je suis obligée de faire ce travail pour pouvoir me nourrir et vivre.
des activités commerciales exercées même contre le gré de ceux qui s'improvisent commerçants à leurs heures perdues. La situation les y oblige. J'avais de grands rêves, mais j'ai perdu espoir et je ne comprends plus rien. J'ai rangé au placard mes ambitions d'être une enseignante brillante. Je me retrouve aujourd'hui au marché en train de cuisiner. Je ne l'aurais jamais imaginé. Je suis triste et j'ai honte de ce que je fais. Mais c'est la guerre, je n'ai pas le choix. On a été forcé de trouver des alternatives. Je me suis donc associé avec des collègues pour ouvrir un petit stand ambulant de nourriture, dans le style de ceux que l'on trouve dans la capitale et qui n'existent pas à Oued Medani. Même si la guerre civile au Soudan a provoqué un timide retour à la normale, le niveau de vie de la classe moyenne s'est effondré, ce qui a poussé de nombreux salariés à se transformer en commerçants ambulants pour leur survie au cœur d'un pays déchiré par une guerre meurtrière. Au Proche-Orient, des dizaines de colons ont mené ce dimanche une nouvelle incursion dans les esplanades de la mosquée Al-Aqsa dans la ville d'Al-Quds occupée sous la protection des forces de l'occupation sioniste effectuant des actes de provocation dans les esplanades. L'invasion de la mosquée Al-Aqsa par des extrémistes sionistes est devenue récurrente. Les colons sionistes y viennent souvent pour profaner l'enceinte de la mosquée et improviser sur place des rituels talmudiques. En Europe, le parquet de Paris prend ce dimanche le relais du parquet de Boulogne-sur-Mer dans l'enquête sur le naufrage dans la Manche qui a fait 6 morts. Le bateau convoyait probablement 65 à 66 personnes selon la préfecture maritime de la Manche et la mer du Nord. Tous des hommes dans leur quasi-majorité de nationalité afghane avec quelques Soudanais et quelques mineurs. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a rencontré son homologue cambodgien Prak Sokhonn. Ce dimanche, les deux parties convenant de renforcer les relations bilatérales. Les deux pays célèbrent cette année le 65e anniversaire de l'établissement de leurs relations diplomatiques. Le Cambodge est la dernière étape de la tournée de Wang Yi en Asie du Sud-Est, une tournée qui l'a conduit à Singapour et en Malaisie. La Chine a promis ce dimanche des mesures fermes face à la visite aux États-Unis du chef adjoint de la région de Taïwan. Les autorités chinoises ont dénoncé cette brève visite, le qualifiant de séparatiste et de fauteur de troubles et promis de tout mettre en œuvre pour garantir la souveraineté de la Chine. Pékin qui appelle Washington à arrêter toute forme d'interaction officielle avec Taïwan. Et en Malaisie, la coalition du Premier ministre Anwar Ibrahim se maintient au niveau local d'après les résultats officiels diffusés ce dimanche. Les résultats donc des élections organisées hier dans 6 États, un scrutin au cours duquel plus de 9,7 millions de Malaisiens avaient été appelés à élire 245 membres des assemblées locales. Et puis concernant les primaires en Argentine, plus de 35 millions d'électeurs se rendent aux urnes aujourd'hui pour présélectionner à la fois les partis qui seront en lice le 22 octobre prochain pour la présidentielle ainsi que leurs candidats. Les Argentins qui vivent une période difficile, épuisés par l'inflation et désabusés par leur politique. En Équateur, des milliers de soldats et de policiers ont participé hier au transfert dans une nouvelle prison de haute sécurité du chef du plus puissant gang du pays, accusé d'avoir menacé de mort Fernando Villavicencio, candidat à la présidentielle abattu 3 jours plus tôt. Et place à présent à notre page sportive. 26 jours nous séparent du coup d'envoi de la Coupe du monde de rugby qui se déroulera en France. Les Springboks, champions en titre, se préparent pour la compétition. Leur objectif est de conserver leur titre. Salah Faisal. Ils font partie du Gotha mondial, de la crème du rugby. Les champions du monde, l'Afrique du Sud, de leur surnom, les Springboks, auront un sacré challenge, celui de rééditer l'exploit de 2019 au Japon.
À moins d'un mois du début de la Coupe du Monde France 2023, le manager Jack Nianibert a sélectionné ses 33 hommes. 9 rugbymen participeront à leur 3e Coupe du Monde. Un mix d'expérience et de puissance. Je pense que si vous regardez l'équipe que nous avons sélectionnée, il y a beaucoup de polyvalence au sein. Donc oui, nous pouvons. Un gars comme Modi peut jouer 13. Nous pouvons faire jouer Damien Williams à 13 s'il est nécessaire. Il y a d'autres options que nous avons aussi. Les Springboks ont quitté samedi les côtes africaines direction le vieux continent Cardiff où les Sud-Africains ont posé leurs bagages afin de préparer la Coupe du Monde et d'y défendre leur titre. À Cardiff, les Boks affronteront le Pays de Galles samedi 19 août et la Nouvelle-Zélande à Londres le vendredi 25 août, avant de s'envoler pour la France et rejoindre leur camp d'entraînement. Nous sommes champions maintenant. Et la dernière fois, nous étions des outsiders. Je ne pense plus que nous soyons des outsiders. Mais nous ne sommes pas non plus favoris en même temps. Je pense que nous avons un peu plus d'expérience. Nous savons à quoi nous attendre et nous avons fait du chemin. Il y a beaucoup de gars qui ont gagné la Coupe du Monde pendant cette période. Donc il y a beaucoup plus d'expérience que la dernière fois. Premier match officiel lors de cette Coupe du Monde 10 septembre, les Springboks affronteront l'Écosse à Marseille. Lors de la seconde journée le 17 septembre, ils seront du côté de Bordeaux pour jouer la Roumanie, avant de défier le 23 septembre la redoutable sélection irlandaise au Stade de France. Face au Tonga le 1er octobre, les Springboks joueront la 4e journée. L'objectif est donc clair pour les Sud-Africains, conserver leur titre mondial, un second trophée consécutif du genre, un exploit déjà réalisé par une seule nation, la Nouvelle-Zélande. Et pour devenir la première nation à remporter une Coupe du Monde à 4 reprises. Les Springboks savent à quoi s'attendre. Et puis la Fédération italienne de football annonce ce dimanche la démission de Roberto Mancini, le sélectionneur de 58 ans, arrivé en mai 2018, a présenté son retrait de la sélection samedi soir. Il avait conduit Marco Verratti et ses coéquipiers sur le toit de l'Europe. C'était lors de l'Euro 2021. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur A24 News. Très bonne soirée. À demain.